J'aimerais profiter du temps qui m'est imparti ce matin pour réfléchir à la rhétorique politique qui a entouré les événements de 1849 dans les mots utilisés pour décrire une période de tumulte et d'agitation politique intense, et dans la manière dont les dirigeants politiques ont utilisé ce moment de crise pour stimuler le travail de création d'une communauté politique ou des communautés politiques. Et je pense que nous pouvons découvrir beaucoup de choses, non seulement sur le passé de la ville, mais aussi sur la nature controversée du colonialisme britannique dans l'Amérique du Nord au milieu du 19e siècle et sur la vie publique à l'ère moderne. Tout cela fait de ces événements une partie importante de notre ADN politique. Et c'est pourquoi il est si important que nous ayons des occasions comme celle d'aujourd'hui dans cette magnifique chambre du musée de la Pointe-à-Calière de réfléchir de notre point de vue du 21e siècle. Lorsque les historiens écrivent sur la vie publique au milieu du 19e siècle, ils s'appuient fortement sur une source d'archives particulière, le journal. Il en va de même pour moi. La rhétorique que je vais utiliser aujourd'hui pour parler de la façon dont les émotions ont été utilisées en politique pendant la crise de 1949 provient des pages des journaux francophones et anglophones de la ville. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais eu le plaisir de parcourir les journaux du milieu du 19e siècle, il s'agit d'une sorte de bête très particulière et vivant, même s'il n'a pas toujours l'air vivant. Ça, c'est un exemple de La Minerve, un journal francophone, et puis la fameuse Gazette de Montréal. Il n'était en aucun cas populaire ou exhaustif, mais constituait une moyenne pour des voix très partisanes de communiquer avec leur public. Ils présentaient les nouvelles du jour dans un cadre qui présentait leur faction culturelle ou politique particulière sous le meilleur jour possible, en montrant qu'ils étaient, et eux seuls étaient, les détenteurs légitimes de l'autorité dans le climat du moment. Le plus souvent, ils limitaient leurs commentaires au domaine de la haute politique. Ainsi, contrairement aux journaux à grand tirage du XXe siècle, ces publications ne nous donnent pas une image claire de la manière dont le grand public réfléchissait au climat politique et n'accorde que peu de place à l'expérience plus large de la vie urbaine à cette époque. Comme je le dis souvent à mes étudiants, des journaux comme la Gazette de Montréal et La Minerve ressemblent davantage aux blogs politiques hyper partisans de nos jours, aux chaînes de YouTube ou aux comptes TikTok de notre siècle qu'aux journaux encore à grand tirage du XXe siècle, comme la Presse ou le New York Times. Il existe cependant une exception intéressante à cette règle. La presse francophone et anglophone de Montréal, avant que ses lecteurs ne passent à la couverture des affaires locales et internationales, accordait souvent une place de choix aux essais fictionnels et non fictionnels qui étaient essentiellement des contes moraux mélodramatiques. Ces histoires mettaient souvent en scène des personnes héroïques qui persistaient et réussissaient face à des défis redoutables grâce à leur foi et à leur vertu. Cette tradition littéraire
dans la presse périodique du milieu du 19e siècle mérite une étude à part entière. Pour notre propos aujourd'hui, cependant, il suffit de noter que ce genre de matériel s'est probablement infiltré dans la façon dont les Montréalais anglophones et francophones abordaient les manchettes du jour. Et dans ce cas ici, la crise qui secouait la vie publique de leur ville. En outre, ces publications s'adressaient principalement, comme je l'ai noté plus haut, à une élite plutôt qu'à un segment plus large de la population. Il y a cependant des moments où la couverture de l'escalade des tensions autour de la loi d'indemnisation dans la Gazette et The Herald, les deux journaux de langue anglaise les plus lus dans la ville à cette époque, et écrit dans la prose allaitante des tabloïds qui deviendra populaire plus tard au cours du 19e siècle. Ceci étant dit, ils fournissent une piste de preuve utile pour la ligne de questionnement que j'aimerais aborder cet après-midi. Comment les affirmations affectives ou les articulations d'émotions ont été utilisées à des fins politiques pendant la crise politique qui s'est produit à Montréal au cours de l'hiver et printemps de 1849. Cette rhétorique politique visait à favoriser un état d'engagement accru au sein d'une communauté qui s'était déjà rangée dans des niches sectaires et idéologiques distinctes. Au cours des dernières décennies, une importante littérature académique qui recoupe un certain nombre de disciplines scolaires a vu le jour sur le thème de l'émotion et de l'affect. Je ne souhaite pas m'attarder sur cette littérature car je veux passer le plus de temps possible à réfléchir à la manière dont nous pourrions réfléchir à la crise de loi d'immunisation, mais il pourrait être utile donner un aperçu aussi succinct que possible. Les spécialistes citent souvent l'essai l'influent de l'historienne médiéviste Barbara Rosenswein intitulé « Worrying about Emotions in History », publié en 2002, et l'ouvrage de l'historien français William Reddy, « The Navigation of Feeling », publié en 2001 et traduit plus tard sous le titre de « La traversée des sentiments », comme des tournants cruciaux dans la manière dont nous réfléchissons à ces questions dans les contextes historiques. Ces deux ouvrages nous incitent à réfléchir à la manière dont les expériences émotionnelles collectives lient les communautés et donnent aux gens un moyen de comprendre leurs expériences individuelles dans un contexte plus large. Il peut s'agir, bien sûr, de ce que nous pourrions considérer comme des émotions négatives, la colère, la peur, la frustration, mais aussi des expériences émotionnelles positives, la joie, la fraternité, l'exaltation. Les historiens qui ont réfléchi à ces questions peuvent alors étudier les nuances de la manière dont les gens se conforment et s'écartent des normes sociales plus larges concernant l'expression des émotions. Dans le meilleur des cas, cette littérature savante nous aide à humaniser les personnes qui vivent les tumultes majeurs et mineurs d'une vie vécue. Elle peut aussi nous permettre de réfléchir aux questions qui sont au cœur de la façon dont nous considérons une communauté turbulente et en pleine transformation, comme celle de Montréal au milieu du 19e siècle. Comment la communauté se forge-t-elle à un moment de bouleversement politique dans un environnement marqué par des niveaux sans précédent de migration.
Ce que nous voyons ici dans la presse montréalaise, c'est la construction des communautés par une escalade de rhétorique émotionnelle visant à faire en sorte que les gens se sentent liés à un projet politique abstrait, dans ce cas, autour de concepts tels que le gouvernement responsable. Même si j'articule cet argument autour de la rhétorique, il est vraiment important de noter que les réactions émotionnelles à la crise de 1849 dans les rues de Montréal étaient enracinées dans une expérience matérielle. Montréal était une ville qui avait été pendant près de 20 ans, marquée par des flambées périodiques de violence collective assez graves. Ces flambées s'inscrivaient en outre dans une culture où les actes de violence interpersonnelle faisaient partie intégrante de la vie quotidienne. Cela dit, les événements de 1849 sont stupéfiants. Les explosions de violence furieuse se répètent. Non seulement le fameux attentat contre le Parlement dans la nuit de 25 avril, mais aussi l'attentat contre les attentats contre la résidence de La Fontaine, contre l'hôtel, la réunion de ministres à l'hôtel Tétu, et de nombreuses rixes et combats dans les rues de la ville. Tout cela contribue à créer un climat d'émotion intense qui ne tarde pas à être entretenu dans la sphère politique de la ville. Les leaders communautaires utilisaient la technologie de journal pour forger des communautés politiques modernes dans ce moment de crise. C'est ce que montre, par exemple, l'édition notoirement incendiaire de The Gazette, qui a appelé la communauté anglophone de Montréal à se rendre sur le Champ de Mars dans l'après-midi du 25 avril. On le voit aussi dans la façon dont les journaux comme la Minerve et The Pilot, le Pilot était le journal réformiste anglais, ont puisé dans les histoires de rébellion des Tories pour mobiliser les partisans des ministères dans la période qui a précédé et suivi l'émeute. Ce dont nous sommes témoins, c'est de l'attention de la partisanerie politique et de la communauté. Les affirmations émotionnelles entourant la crise de 1849 ont fonctionné de deux manières qui se sont à la fois soutenues et contredites l'une l'autre. Tout d'abord, comme nous avons vu plus haut, elles ont poussé le public à réagir de manière plus émotionnelle aux événements qui se déroulaient autour de lui. Elles ont attisé la peur et suscité l'indignation. Deuxièmement, ils se sont efforcés de démontrer que leurs alliés, qu'ils soient favorables ou opposés aux lois d'indemnisation, étaient les seuls capables de contrôler leurs émotions. La figure du gouverneur Elgin était un point de repère utile pour ce genre de rhétorique. La Minerve, par exemple, a publié à cette époque un certain nombre d'éditoriaux et de rapports qui spéculent sur l'état émotionnel du gouverneur. Dans ces actions entourant l'état de plus en plus agité de la politique canadienne à la fin de l'hiver et au printemps de 1849, les commentateurs s'interrogent sur les pressions qu'il subit pour équilibrer les demandes qui lui sont faites. C'est sa réponse aux menaces répétées de violence physique proférées contre lui après qu'il a accordé la sanction royale au projet de loi d'indemnisation, j'ai un grand problème avec ce mot, qui a conféré à ce questionnement une grande importance politique.
La Minerve a souvent noté son sang-froid, c'est-à-dire sa capacité à maîtriser ses émotions, comme le contrepoids essentiel à la fureur des Tories qui s'est emparée de la ville à cette époque. La capacité d'Elgin à garder son sang-froid alors que son carrosse était bombardé d'œufs et de fruits pourris, entre autres débris urbains, est devenu une puissante métaphore du type de sang-froid que les partisans du ministère ont commencé à associer à l'état de droit. L'image de Lord Elgin regardant droit devant lui alors qu'il essuyait d'un barrage de missiles a pris une importance symbolique accrue au fur et à mesure que la crise se déroulait. Ça, c'est une de ces images ici. La collecte d'informations étant ce qu'elle était au milieu du 19e siècle, il n'aurait pas être possible de confirmer que c'est précisément ainsi que Lord Elgin aurait réagi face à une attaque physique violente, mais les journalistes, les éditorialistes et d'autres partisans du ministère sont revenus à plusieurs reprises sur cette image apocryphe au cours du printemps de 1849. Cela suggère que l'image a trouvé un écho émotionnel auprès des partisans du ministère. Dans un contexte où de profondes craintes concernant la sécurité physique et les perspectives à long terme d'un retour au calme planent comme un nuage sombre, l'image imaginée du représentant de la couronne dans la colonie restant calme face à une menace directe revêt une grande importance pédagogique. Il s'agissait d'une feuille de route pour naviguer dans les eaux émotionnellement chargées de la crise politique actuelle. Cette détermination contraste fortement avec les positions défendues par les Tories de la ville, dont l'objectif est de faire en sorte que leur race et leurs privilèges coutumiers qui en découle l'emporte sur les principaux démocratiques. Une position politique de plus en plus ne semble pouvoir être défendue que par l'abandon de la retenue physique et émotionnelle. À première vue, cette rhétorique politique semble relativement simple. Les partisans du ministère et de son loi d'immunisation avaient intérêt à se présenter comme les défendeurs des valeurs démocratiques britanniques. Ils avaient également intérêt à se présenter comme le parti lésé dans ce qui se déroulait dans les rues de Montréal, soulignant à juste titre que c'était les dirigeants de leur communauté qui vivaient sous la menace de la violence, dont les maisons et les bureaux étaient attaqués. D'un point de vue émotionnel, les journaux favorables à la position du ministère, comme la Minerve, ont beaucoup parlé de la peur. Ils publient des témoignages de personnes qui ont vécu les menaces d'une attaque par des foules Tories dans les rues de la ville. Ce sentiment de vulnérabilité face à une faction politique prête à se livrer à des actes de violence et d'intimidation, ou de moins à fermer les yeux sur ces actes, les amène à se demander dans quelle mesure les institutions de la ville se montrent à la hauteur de la tâche consistant à protéger la sécurité physique et celle de leur communauté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet argument est difficile à faire valoir pour les partisans de la faction Tory, étant donné que les partisans de leur cause ont lancé à plusieurs reprises des appels à l'insurrection armée contre le ministère en place et le siège du pouvoir colonial dans la province du Canada. En lisant comment les éditoriaux des journaux favorables aux Tories ont défendu leur mouvement à mesure que la violence entourant l'émeute des pertes de la rébellion intensifiée, nous sommes exposés à des explorations fascinantes, des intersections entre l'émotion et l'autorité. Pour éviter
que les partisans du ministère n'accusent leurs actions d'avoir plongé leur ville et la colonie dans la crise, les Tories ont improvisé une théorie selon laquelle les partis au pouvoir ont la responsabilité de tenir compte dans leurs décisions de la colère que leur politique pourrait susciter chez leurs opposants. En d'autres termes, le ministère aurait dû tenir compte du fait que l'octroi d'indemnité serait interprété comme une profonde trahison par la communauté anglophone de la ville et que la violence déclenchée était une fatalité que des hommes d'État plus compétents auraient trouvé le moyen d'éviter. La presse Tory accuse le ministère et ses partisans de ne pas avoir su réfréner leur soif de pouvoir et de contrôle de la colonie. Cela les conduit à tourner le dos à un système de ministère qui, selon eux, a permis à l'Amérique du Nord britannique de prospérer pendant cette décennie. Et maintenant, pour ma conclusion, alors que leur position sur les questions de gouvernance n'aurait pas pu être plus éloignée, il est intéressant de voir que les deux factions politiques de la ville et de la colonie ont puisé dans les mêmes puits des connaissances émotionnelles. Tous deux ont reconnu la valeur de la retenue émotionnelle et l'ont même considéré comme faisant partie du fondement de la légitimité politique. L'escuivre des Tories consistait à affirmer que le ministère n'avait pas tenu compte de la fureur naturelle du public et n'avait pas conçu de politique pour le contrecarrer. Les partisans du ministère et du projet de gouvernement responsable, quant à eux, en sont venus à apprécier la retenue d'une manière qui les distinguait de leurs adversaires politiques, mais qui allait donner du crédit à une politique repoussée. Ceux qui, les hommes élites, croient, ne sont pas capables de contrôler leurs émotions, comme les femmes, les pauvres, les non-blancs, en marge de la vie politique pour les décennies à venir. En conclusion, la crise de 1849 nous offre une occasion claire de réfléchir à la façon dont les émotions peuvent être exploitées de manière convaincante à des fins politiques. Ceci qui rend ces événements vieux de 175 ans plus pertinents que jamais pour nous tous qui traversons une nouvelle ère de polarisation politique et de rhétorique enflammée. Je vous remercie.